Et maintenant, en partenariat avec l'UMR LISA et l'SPE, Nebia Campus Corté vous présente les Carnets du Feu. Bonjour et bienvenue sur les Carnets du Feu, l'émission optionnelle de Débalta Science. Ce soir, je reçois Lucille Rossi, une grande chercheuse que j'enjoins à se présenter. Bonjour Lucille. Bonjour, donc effectivement, je m'appelle Lucille Ross et je suis maître de conférence à l'Université de Corse depuis 1998. J'enseigne à l'IUT, dans la filière du DUT, métier du multimédia et de l'Internet. Et dans ma partie recherche, je suis la responsable scientifique du projet Feu, donc, qui depuis plus de 20 ans travaille sur la problématique des incendies de végétation. Alors, moi, ce que j'entends sur la fac, c'est que, alors peut-être que c'est du chauvinisme malvenu, mais que le projet duquel vous êtes responsable fait partie des plus gros d'Europe. Oui, on a des atouts qui sont effectivement que sous l'impulsion du professeur Jacques-Henri Balbi, nous avons au fil des années réussi à créer une équipe pluridisciplinaire composée de plus de 20 chercheurs, 20 personnes qui sont aussi bien des maîtres de conférences, et des ingénieurs d'études, ingénieurs de recherche, techniciens, et auxquels viennent s'ajouter des étudiants. Et nous travaillons sur les incendies de végétation et avons la chance de collaborer avec les opérationnels insulaires, ce qui effectivement nous place en tête des équipes travaillant sur cette problématique et avec autant de personnes. Alors vous êtes aussi responsable d'un projet qui a suscité déjà la création des Carnets du Feu, c'est le projet Goliath. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Donc, le projet Feu est un projet structurel de l'Université de Corse. Et ensuite, nous sommes amenés à développer des projets scientifiques spécifiques avec des partenaires autres que les membres de l'Université de Corse. Et c'est le cas de Goliath, puisque c'est un projet qui a démarré en janvier 2020 et qui compte 7 partenaires. Donc, il y a l'Université de Corse et le CNRS, mais également Aix-Marseille Université, l'Office national des forêts, le service d'incendie et de secours de Corse du Sud et de Haute-Corse, le syndicat mixte du parc naturel régional de Corse et l'entreprise Arobase. Donc le but de ce projet, c'est cette fois-ci d'aller vers les opérationnels et développer des outils qui leur sont utiles pour la lutte incendie et l'aménagement du territoire. C'est un projet qui a une limite dans le temps C'est un projet effectivement qui a juste un objectif. C'est un projet qui a une durée, bien évidemment, de 42 mois, qui a été doté de moyens financiers et humains, et qui a des objectifs très précis à atteindre chaque année. D'accord. Donc c'est par année. C'est pas sur le total du projet. Hein. Disons qu'il y a un échéancier, comme un bon projet avec un bon diagramme de Gantt, il y a un échéancier avec des rendus qui se font à 6 mois ou annuels. Et vous avez des supports nationaux à votre disposition, ou c'est plus une entreprise locale, disons, même si l'Université de Marseille vous avez des acteurs qui sont de l'ordre national. J'ai cru comprendre que le CNRS aussi était impliqué là-dedans. Alors nous sommes partie prenante, les 2 UMR de l'Université de Corse, l'UMR SPE et l'UMR DISA. Et le financement de ce projet est un financement collectivité de Corse et État, avec une très forte volonté de mettre en synergie des acteurs locaux. Donc tout le monde met la main à la pâte. Donc effectivement, chaque partenaire met dans ce projet des contributions humaines, reçoit des financements pour réaliser ses actions. Et nous avons réussi à faire en sorte que Aix-Marseille Université, qui est un partenaire de longue date et qui a un outil de modélisation des feux très intéressant et qui est un partenaire avec lequel nous travaillons, soit également un partenaire de ce projet. Alors comment vous allez axer ces recherches-là ? Est-ce que ça va être quelque chose plutôt sur le terrain, plutôt quelque chose à base de modèles faits par des physiciens éventuellement, des choses faites sur des ordinateurs ou en laboratoire ? Alors c'est vraiment un projet qui est, je dirais, très gros. Hein. Il a des objectifs qui sont d'abord d'approfondir les connaissances phénoménologiques et historiques sur les feux. Donc là, ce sont des recherches, je dirais, classiques, notamment au niveau des SHS de l'Université de Corse et des équipes de modélisation au niveau de la bibliographie et de la compréhension des phénomènes.
Ensuite, il y a le développement d'outils. Ça se fait par des recueils d'informations, notamment avec la constitution d'une base de données informatique et de visualisation. Donc là, c'est d'aller dans toutes les institutions corses, je dirais, qui pourraient avoir des informations sur les feux ayant eu lieu en Corse, d'aller recueillir et de mettre en forme et de les ranger dans des bases de données exploitables des informations. Il y a également la construction d'un simulateur avec des modèles qui sont les nôtres, que nous développons au sein de l'université en partenariat avec l'entreprise Arobase, puisque là, il faut une entreprise qui arrive avec des outils exploitables. Il y a également des recherches qui se font sur drones, ça c'est plus ma partie, puisque nous travaillons sur la géolocalisation de points chauds de feu. Et enfin, il y aura un outil de guide de brûlage dirigé. Donc en fait, il y a plusieurs phases. Ça, c'est pour la partie de développement de protocole. Et enfin, il y a une partie sensibilisation dont vous faites partie, je dirais, qui est en fait de faire des actions de sensibilisation autour de la prévention des incendies auprès des scolaires, du grand public, des élus et de nos étudiants. Alors, oui, je me doutais que je faisais partie de cette histoire. Hein. Et ça représente à peu près combien de gens, tout ça ? Il faut compter environ 65 personnes qui travaillent à temps plein, enfin, je dirais, sur ce problématique-là. 65 personnes donc de cette structure, plus des étudiants qui viennent, je dirais, tous les 6 mois, augmenter le volume. Oui, il y a des thésards un petit peu sur le coup. Alors, des thésards, non, puisqu'on est sur quelque chose qui est plutôt sur un transfert de technologie, mais des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études. D'accord. Des techniciens. Donc tout ça, ça promet. Oui, on espère bien. Oui. Plus tout le monde est un petit peu enthousiaste. Vous me disiez tout à l'heure en antenne que vous avez commencé pendant le Covid ou juste avant. Est-ce que ce genre d'événement vous empêche de travailler ou est-ce que c'est pas quelque chose qui est si gênant que ça ? Je dirais dans un projet qui porte bien son nom, il y a une phase de mise en synergie des partenaires, d'organisation, donc d'installation d'outils, je dirais. Ça veut dire quoi, mise en synergie des partenaires ? Mise en synergie des partenaires, ça veut dire que ces partenaires font des tâches isolées dans leur métier et qu'ils en sortent 1 + 1 fasse 3, c'est-à-dire qu'il y ait une production de valeur du fait de la collaboration. Donc ça demande de parler un vocabulaire commun, de se connaître, de se faire confiance, de trouver des outils communs d'échange et des intérêts communs. Donc c'est un peu ce que nous essayons. Ce projet Goliath, finalement, n'est pas né comme ça spontanément. Il est en fait le fruit de collaborations que nous avions avec les partenaires opérationnels et dans le cadre du FENI, du plan de protection des forêts et des espaces naturels insulaires, qui est un plan, je dirais, qui se fait en Corse et qui est géré par le préfet de Corse. Eh bien, nous avions vu qu'il fallait un petit peu donner plus de mouvement et des moyens pour sortir uniquement du cadre de la recherche et trouver une plateforme collaborative de ce type-là. Donc, pour revenir sur votre question, cette partie-là a pu se faire dans le confinement. Par contre, la partie d'aller sur le terrain, d'aller récupérer les informations, de faire des expériences à partir desquelles on comprend mieux les phénomènes, on les modélise et on en tire des conclusions, effectivement, elle a été impactée. Et donc, c'est au cours de mois d'octobre et les mois suivants que nous ferons des expériences avec les opérationnels en forêt ou sur du maquis et que l'on pourra commencer à recueillir des informations. Est-ce que les premiers bilans sont tombés au niveau des incendies cet été en Corse ? Mais de manière plus générale, combien brûle par an en Corse ou même en France, parce que j'imagine que le projet Goliath a des prétentions qui dépassent la Corse. Est-ce que c'est un problème ? Je pose la question exprès naïvement, hein, mais à quel point ça l'est ? Alors les chiffres, je ne veux pas avancer sur un chiffre précis parce que je ne l'ai plus en mémoire, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Corse, on redoutait une année catastrophique due à la sécheresse. On a eu jusqu'à présent, et je touche la table, peu de feux, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, puisqu'aujourd'hui, il y a un étalement des périodes de feu qui vont sur toute l'année. Les feux sont dramatiques également en hiver, on a pu voir ça les années précédentes. Donc je dirais qu'il y a moins de feux, mais 2% des feux sont ravageurs. Donc sur notre territoire, je dirais Corse, on n'a pas trop à se plaindre sur la saison. Sur le territoire français, il y a eu des feux quand même qui ont mis des gens en péril et des maisons ont été brûlées. Au niveau international, on l'entend aux États-Unis, en Australie. Ce sont des feux vraiment ce qu'on appelle des méga-feux, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à les arrêter et qui ne peuvent s'arrêter que tout seuls, pas par l'action humaine. Donc la problématique qui est aussi bien en Corse, plus précisément en Corse, c'est qu'en Corse, presque 100% du territoire potentiellement est brûlable, avec un impact sur des personnes et des biens qui sont très importants.
Donc c'est vrai que c'est une problématique qui nous touche, mais qui touche tout le bassin méditerranéen. Et avec le réchauffement climatique, de nouveaux pays aujourd'hui sont confrontés à ce risque majeur, alors qu'ils ne l'étaient pas. Les pays du Nord, la Norvège, la Suède, l'Allemagne. Alors justement, vous anticipez sur ma prochaine question. On voit des incendies même en Europe du Nord. Est-ce que le réchauffement climatique y est pour quelque chose ? Qu'est-ce que ça va changer, le réchauffement climatique ? Est-ce que c'est pas ça qui, comme vous disiez, étale les feux sur l'année ? Oui, si vous voulez, il y a plusieurs facteurs. Il y a les facteurs de non-occupation du terrain à l'intérieur de nos territoires, par exemple. Il y a la masse de végétal qui s'accumule, des actions agricoles qui ne se font moindres, et le réchauffement climatique qui vient créer le feu de Solar de l'année dernière avait des températures du vent et de l'humidité qui étaient comparables à un plein été. D'accord. Donc le réchauffement climatique vient, je dirais, donner des conditions favorables au développement de feux sur des nouveaux territoires ou sur des périodes qui avant n'étaient pas concernées par ce phénomène. D'accord. Donc dans Goliath, ça finit par aménagement du territoire. Donc à vrai dire, il y a du réchauffement climatique, mais un des problèmes auxquels vous êtes confrontés, c'est les politiques d'aménagement du territoire à proprement parler. Le fait que les terrains soient pas occupés, qu'il n'y ait pas d'agriculteurs à tel ou tel endroit, qui justement du coup ont un contrôle d'un morceau de terrain qui sinon serait en friche, quoi. En discutant avec les opérationnels, parce que c'est vraiment eux qui ont une vision, je dirais, la plus adéquate, il apparaît que la lutte incendie ne peut pas tout résoudre. C'est-à-dire que lorsque... Qu'est-ce que vous appelez la lutte incendie ? Le feu est parti, il faut d'une façon ou d'une autre l'arrêter. D'accord, donc l'intervention une fois que le feu est parti. L'arrêt se fera peut-être parce qu'il y a des zones défrichées de végétation. C'est notamment ce qu'on appelle des coupures actives. C'est notamment des zones d'appui à la lutte qui sont... On en voit sur nos montagnes des zones linéaires défrichées où des acteurs de la lutte peuvent venir se positionner parce que l'on sait qu'à cet endroit, le feu est en haut d'un sommet, le vent lui est contraire et qu'il sera affaibli. Donc c'est ça aussi qu'on appelle l'aménagement du territoire. Et notamment également avec des brûlages dirigés qui sont des actions de feu maîtrisées, portées par nos opérationnels, qui se font en saison non de risque incendie et qui font diminuer cette masse de végétation sur les parties sensibles. D'accord. Est-ce que vous pourriez expliquer à nos auditeurs ce que c'est qu'un jachère ? Une jachère, c'est une terre qui n'est plus, je dirais, exploitée et qui, je dirais, développe. Par exemple, autour de nos villages, avant, il y avait des jardins. Aujourd'hui, autour de nos villages, il y a des buissons. Donc nos villages étaient protégés naturellement, sans même qu'on y pense, parce qu'il y avait une zone tampon entre de la végétation haute et nos maisons. Aujourd'hui, il faut faire un effort chacun pour finalement enlever cette masse végétale pour qu'elle ne touche pas nos maisons. Est-ce que vous rattachez ça à un modèle plus général, je ne sais pas, de consommation ou économique ou politique, disons ? Ça rentre, je dirais, au-delà de mon aspect scientifique premier. Ah oui, ça je sais bien du tout. Mais alors, quand je dis vous, je veux dire vous en tant que chercheuse, mais aussi dans le projet Goliath, est-ce qu'il y a des acteurs qui ont vocation à aller chercher le politique ou quand vous parliez de la partie sensibilisation, est-ce que c'est juste un apport technique qui est apporté ou est-ce qu'il y a des préconisations qui l'accompagnent ? Alors, les préconisations, on les fait à destination des opérationnels, notamment par le guide de brûlage dirigé. Cette étude va permettre de savoir quelle est la récurrence des brûlages qu'on peut faire sur un même site, l'impact de ce feu sur les arbres en fonction de l'âge des arbres, la récurrence, on peut le faire toutes les années, est-ce que ça appauvrit le sol, est-ce qu'il y a un impact sur les insectes, etc. Ensuite, nous allons également, dans le cadre de Goliath, produire un bulletin d'information à destination des élus et des associations et de toute personne qui souhaitera le recevoir, qui va expliquer ce que nous faisons et qui pourrait être utilisé dans une politique générale d'aménagement du territoire. Et puis, il y a aussi la partie sensibilisation à tout niveau, au niveau des étudiants, au niveau des scolaires beaucoup plus bas, de toute tranche d'âge, et également du grand public, qui va effectivement aussi amener la population à avoir un petit peu des gestes maîtrisés. Et souvent, les départs de feu sont accidentels. Donc, il n'y a pas qu'un départ volontaire ou il n'y a pas qu'un départ accidentel, je dirais naturel. Il y a aussi des gestes, des actions que l'on fait en été qui pourraient être plus maîtrisées. On sait déterminer exactement s'il y a un feu à un départ criminel ou involontaire ? Là, il y a une cellule d'enquête dont je ne fais pas partie, interservice,
je pense effectivement qu'il y a des indicateurs forts d'essence utilisée. Et ils arrivent pour beaucoup à savoir si c'est accidentel ou non. Et la majeure partie des feux, du coup, sont plutôt accidentels? Ils le sont accidentels, oui. C'est pour une réunion que nous avons eue avec les opérationnels et la DTTM du 2B, du 2A, nous ont indiqué qu'en fait, vraiment, c'est assez accidentel. Oui. Parce que dans l'imaginaire, souvent, les gens se disent oui, mais c'est normal, c'est des idiots de bergers qui foutent le feu. Et puis, est-ce que vous êtes confronté souvent à des comportements de ce type-là, c'est-à-dire des gens qui sont peu informés et qui se disent bon, je fous le feu, ça m'évitera d'avoir à passer le gyro? Nous, en tant que tel, on ne l'a pas. On est des scientifiques et quand on sort, on est encadré par des opérationnels, etc. Et vous avez le report de ces En tant que citoyen, on a tous un village, donc après on peut voir. Par contre, dans le village, c'est pas le berger, en tout cas, qui a des comportements à risque, en tout cas, sur ce que j'ai pu être témoin, mais c'est juste quelqu'un qui fait un barbecue l'été alors qu'il fait une chaleur à crever et la maison a été louée, quoi. D'accord. Par exemple, ou c'est quelqu'un qui girobroie avec des cailloux, étincelles qui partent, ouais. Ou c'est quelqu'un qui jette sa cigarette, j'en suis encore témoin. Donc ça, c'est en tant que citoyen, c'est pas en tant que scientifique. D'accord. Alors on va faire une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.
Et nous sommes de retour sur les carnets du feu. Alors Lucille Rossi, au-delà d'être une communicante, vous êtes aussi une chercheuse. Et quelle est l'étendue de votre travail ? Vous disiez tout à l'heure, vous évoquiez le fait de travailler sur des drones. J'imagine que ça concerne beaucoup de programmation. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ? Oui, alors là, la thématique que je développe sur les drones, c'est d'essayer de rendre automatique la détection des points chauds, c'est-à-dire quand le feu est éteint, malheureusement, il faut le surveiller longtemps parce qu'il y a des flamèches qui repartent et qui sont potentiellement de nouveaux feux. Donc c'est de scanner en quelque sorte une zone assez étendue de surface brûlée, je dirais, mais potentiellement réinflammable, en lisière, c'est-à-dire c'est à la frontière entre ce qui est brûlé et ce qui n'est pas brûlé. Donc, nous travaillons à partir de drones qui sont programmables en quelque sorte, avec des caméras programmables, et nous essayons de lui donner alors je dirais un comportement automatique et également de traiter les images de manière en temps réel, elle également automatique, pour pouvoir avoir la position GPS de ces points. Donc ça, très pragmatiquement, ça démarre. En allant voir les documentations de programmation des programmes, des drones sur lesquels on est, des caméras sur lesquelles on est, des configurations qu'il faut en faisant des essais de positionnement de drones à des certaines altitudes pour voir à partir de quel moment on arrive à détecter une certaine surface de feu. Ensuite, donc, il y a toute une procédure de test de cet ordre-là. Et puis ensuite, c'est vraiment beaucoup de programmation, puisque en quelque sorte, on part de capacités qu'ont les drones, mais il faut les associer les unes aux autres. Et puis, il y a une partie de traitement qui est propre à nos travaux. En quelque sorte, on met un cerveau au drone et on va lui demander de faire des actions en fonction des informations qu'il aura, au fur et à mesure du temps, recueillies sur le terrain. Il y a une partie communication aussi, puisqu'il faudrait que ces informations partent sur un serveur et donc que le drone fasse une connexion Internet et développe un service de type web. J'imagine qu'il faut une belle équipe pour faire tout ça. Mais on est deux. Oh là 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 là. Non, alors j'exagère. Il y a 2 personnes de l'université de Corse qui seront très bientôt pilotes avec moi. Et il y a un ingénieur de recherche que j'ai recruté à temps plein. Et bien sûr, chaque année, il y aura des étudiants qui viendront renforcer l'équipe. Donc c'est quelque chose qui se fait au pas à pas. Voilà. D'accord. Et ces étudiants-là, pour le coup, sont des thésards. Non. C'est-à-dire que la notion de thésard, c'est quelqu'un qui fait une activité de recherche, je dirais, où le développement n'est pas prépondérant en termes de production informatique. Oui. Alors que sur Goliath, en tout cas pour mon besoin, j'avais besoin d'un ingénieur. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne va pas être évalué sur la pertinence de trouver quelque chose de nouveau et d'apporter de la science, mais c'est quelqu'un dont j'ai besoin, comme en entreprise, qui va développer à partir de codes accessibles, mais dont un tout répond à un besoin que j'ai. D'accord, mais enfin, un professeur qui exploite pas des thésards, ça fait bizarre, vous comprenez ça, bien. je le fais sur un autre cas. Ah, ouf. C'est-à-dire, ce qu'il faut comprendre, ça. C'est-à-dire que dans le cadre des projets, c'est pour ça que j'ai fait la distinction entre le projet Feu et le projet Goliath. Le projet Feu, qui est un projet qui relève de l'UMR SPE, qui est un projet structurant, accueille ses thésards, accueille ses masters, et là-dedans, on fait de la recherche. Le projet Goliath, lui, a une finalité de développement d'outils. Et c'est à ce titre-là que c'est plus des ingénieurs qui sont exploités, demandés et qui nous aident. Si vous arriviez à mettre à bien cette idée de drone qui surveille les feux, qui en aurait la charge ? Est-ce que ça serait toujours l'université ? Est-ce que c'est quelque chose qui serait éventuellement... Je ne sais pas, je vous donne une idée toute bête. Vous arrivez à mettre en place un réseau avec 60 drones qui couvrent un certain nombre d'hectares et vous mettez en place un logiciel qui les met en réseau, qui observe et qui renvoie les informations importantes à un centre. Ce qui est un peu un des buts du projet Goliath. Qui a la charge de ce genre de choses ? Est-ce que ça devient un brevet qui passe dans le privé pour une entreprise, ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qui va aux pompiers ou à la collectivité ? Comment ça se passe, tout ce qui se passe après ?
ce type de projet? Alors nous sommes, en tant que chercheurs, nous avons la possibilité, grâce à la Société d'accélération de transfert de technologie qui nous accompagne à l'Université de Corse, on appelle la SAT du Sud-Est, de déposer des brevets sur des produits qui ont des opportunités de transfert de technologie, donc à vocation de vente et d'utilisation. Donc une partie de ma recherche, effectivement, a été mise en brevet. Donc il y a 2 brevets qui sont en cours d'évaluation. C'est assez long, ça prend plus d'1 an. Dans le cadre du projet Goliath, on est sur une finalisation d'outils. Nous faisons ce qu'on appelle des prototypes d'outils. Ça veut dire nous disons que ce n'est pas un outil exploitable, mais qui pourrait être mis dans les mains de quelqu'un qui pourrait en faire un outil. Et donc à ce titre-là, tout ce que nous faisons a une vocation de transfert et d'être utilisable par les opérationnels. Et pour le faire, il faut entre quelque chose qui est une version test et quelque chose qui sera ensuite débugué, applicable, etc. Il y a un phasage qui se fera, je dirais, par de la vente de licence et la récupération par une entreprise qui va le développer. Et donc ça, nous sommes accompagnés par la Société d'accélération de transfert de technologie de la SAT Sud-Est pour arriver sur ces produits-là. Donc nous ne nous posons pas la question aujourd'hui de savoir... Alors chacun, en fonction de son taux de participation au produit, est co-inventeur du brevet et recevra en proportion les royalties s'il y en a. Je n'ai jamais été dans ce cas pour l'instant. Mais ce que je veux dire, c'est que nous ne nous posons pas la question de savoir... Après, ce qu'on veut, c'est finalement faire un démonstrateur d'outils. Et ensuite, fort de ça, on peut aller démarcher des entreprises qui peuvent, en étant intéressées, rentrer comme partie prenante de l'étape d'après. D'accord. Donc on est sur quelque chose... qui dépasse après de loin l'université. Ça ne restera pas dans le giron, c'est quelque chose qui sera accessible de manière plus générale, j'ai envie de dire. Mais c'est très bien. Est-ce que, alors ça, pour retourner un petit peu sur le projet, je me posais ce type de question. Est-ce que vous vous posez la question des comportements de particuliers, et pour cela, est-ce que vous rentrez en contact avec, des historiens, vous le disiez, mais est-ce que vous rentrez en contact aussi avec des sociologues éventuellement qui seraient capables de mener des enquêtes sur comment le feu est perçu, et du coup éventuellement si les gens sont susceptibles d'en provoquer ou pas, sur des groupes de personnes plus généraux que juste la sociologie spontanée qu'on aurait en côtoyant nos villages? Alors, si j'ai dit qu'il y a historiens, ma réponse est incomplète. On a des historiens et des anthropologues. C'est-à-dire il y a 2 équipes qui vont travailler dessus de l'UMR LISA. Par contre, sur la sociologie du feu, comment on est amené à... Anthropologue, ça marche. Voilà. Donc, effectivement, il y a 2 équipes, toutes les 2 bien renforcées, qui vont travailler sur ces aspects-là. Et on est très impatients, justement, d'avoir cette contribution-là, parce que ça vient finalement apporter du contenu et du savoir sur des aspects que nous n'avions pas eu ni la compétence, ni le temps d'accéder et de développer. Ah ben j'imagine bien. On ne peut pas faire la physique et en même temps la sociologie. C'est 2 mondes qui se tirent la bourre de manière générale. Alors, est-ce que vous avez un petit mot de la fin? On arrive à la fin de l'interview. Est-ce que vous voulez une préconisation, enjouer les gens à écouter les prochains Carnets du Feu, par exemple? Oui, c'est un projet, c'est une aventure. Voilà, c'est une aventure qui va durer 42 mois, qui va être riche de par ses participants, très hétérogène. Finalement, c'est une sorte de communauté que l'on crée pour atteindre des objectifs. On espère vraiment y avoir. Aujourd'hui, c'est un challenge, puisque nous n'avons pas la fin de l'histoire. En tout cas, on va faire en sorte d'y contribuer. Et ce qui sera intéressant avec vos carnets, c'est de voir finalement la multitude des partenaires que nous avons et des chercheurs, avec chacun finalement une vision de son métier, de sa problématique du projet Goliath, qui peut être différente, mais dont le tout, je dirais, peut apporter quelque chose d'important à la Corse. Amen. Merci beaucoup, Lucille Ross. Chers auditeurs, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau Carnet du Feu. Est-ce que vous avez décidé qui vous allez nous envoyer déjà? Non, en général, on laisse. Alors, ça sera, on voudra que ça sera quelqu'un qui soit issu de l'UMR LISA. D'accord. Voilà. Très bien. Alors, à bientôt.